J'avais lu quelque part qu'on a 3 personnalités en fait. On a le curieux, on a le prudent et on a le gambler. Et je pense que chaque personnalité va avoir son rôle à jouer à un moment donné du bull run. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Balado 3.0. Alors aujourd'hui est un jour spécial puisque c'est un balado vidéo. Alors je crois qu'on dit vodcast. Et ça vient, ça commence maintenant, en plein milieu de saison 2. On a décidé d'arrêter de niaiser, d'arrêter de repousser toujours à demain. On veut incarner tout ce qu'on dit parce qu'on parle souvent de passer à l'action, etc. Tu voulais prendre des notes? Je t'arrête tout de suite. Pose ta feuille et ton stylo. On a pensé à tout. On a fait un résumé coup de cœur de l'épisode. Tu peux le télécharger directement avec le lien en description. Comme ça, tu profites tranquillement. Merci beaucoup et bonne écoute. Donc voilà, on est passé à l'action. On utilise le logiciel Riverside. Alors, vous nous direz en commentaire si ça look bien. Et ça va nous permettre aussi d'être un peu plus présent sur les réseaux sociaux. Donc on va pouvoir extraire des contenus vidéo du coup de nos échanges et on pourra partager ça avec vous. Alors comment ça va les gars? Eh ben ça va bien et toi? Ouais, vous êtes à l'aise? Ouais. J'ai pas enregistré les bloopers avant, mais l'installation c'était quand même assez comique. C'était drôle. Bon, on va commencer sur le sujet du jour. On avait fait un épisode, alors je sais plus si c'était en saison 1 ou en saison 2, mais on avait parlé du bear market sur le marché des crypto-monnaies. Et on s'était dit que ce serait intéressant de faire un épisode sur le bull run, puisque, en tout cas, selon moi, il y en a qui disent qu'il n'a pas encore commencé, il y en a qui disent qu'il a commencé, il y en a qui parlent du printemps de la crypto, parce que l'été, en fait, si on regarde les saisons, le bear market, c'est l'hiver. L'été, c'est vraiment la vie qui bat son plein, les marchés qui explosent, etc. Et le printemps, ce serait le début finalement. Il y a quelques journées où voilà, ça se réchauffe un petit peu, la température. On recommence à avoir des bougies vertes, on commence à avoir des narratifs qui s'installent, des projets qui explosent. Mais on n'est pas encore dans une folie avancée du bull market. Donc là, on serait plutôt au printemps. Je pense qu'on est tous les trois d'accord là-dessus. Au niveau technique, on a pas mal de signaux qui nous le disent. Donc voilà, je pense que c'est un bon moment pour aborder le sujet. On peut peut-être faire un premier tour. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec cette théorie qu'on est au printemps de la crypto? Est-ce que pour vous, le bull run a commencé officiellement? On va commencer avec toi, François. Oui, je suis assez d'accord avec cette analyse. En tout cas, ouais, pour moi, là, ça y est, les bourgeons commencent à fleurir tout doucement. Et voilà, on n'a pas encore les fleurs qui sont vraiment présentes. On n'a pas encore les fruits qui poussent sur les arbres, mais on commence à avoir les petits bourgeons, les premiers bourgeons. Nice. Christian? Oui, t'es d'accord avec ça? C'est le vert arrive. On commence à avoir du vert un peu plus que d'habitude. Donc, non, c'est encourageant. Parfait. Alors si on est d'accord là-dessus, on va pouvoir peut-être parler du coup des stratégies. On ne s'est pas vraiment consulté avant, donc ça va être intéressant de voir comment chacun de nous aborde finalement ce bull run. N'hésitez pas aussi si vous voulez reparler un petit peu comment vous êtes positionné sur la fin du bear market. Je ne sais pas si vous aviez fait des choses en particulier. Donc vas-y François, peut-être si tu veux commencer, nous expliquer toi comment tu vois les choses et comment ta je vois les vision choses. exacte. Ouais. Est-ce que tu as prévu? Est-ce que tu as une stratégie qui est déjà posée sur le papier? Est-ce que tu te donnes une marge de liberté? Vas-y, explique-nous tout ça. Ouais, moi je me donne encore une grosse marge de liberté dans le sens où moi à la fin de mon bear market, je me suis fait un peu avoir par la narrative du super cycle qui arrivait. Donc du coup pour moi on allait juste faire un V-bottom. Je m'attendais pas en fait à ce bear market. Puis quand il y a eu les histoires d'FTX et tout ça là, c'est bon, j'ai compris que c'était un peu fini. Du coup moi ma vision là à l'heure actuelle, j'aimerais pouvoir aller rechercher les valeurs moyennes sur les projets sur lesquels j'étais sur le premier bear et à ce moment-là arbitrer une bonne partie d'entre elles. Alors j'ai plein de petits projets que j'ai reçus de Launchpad ou de trucs comme ça, donc ceux-là c'est pas forcément des projets auxquels je tiens, donc je vais certainement les revendre. Et puis après j'ai des projets du premier bull où techniquement je veux prendre quand même un petit peu de profit et les réinvestir sur, je pense, les narratives qui vont vraiment démarrer sur l'été vraiment de la crypto. Donc moi pour le moment, en gros l'objectif c'est statu quo. J'attends que mes tokens reprennent un peu de valeur, puisqu'il y a pas mal de tokens qui ont pris quand même moins 95, moins 98%, donc qui remontent à leur moyenne. Et à ce moment-là, en fait, je vais réinvestir, je vais réallouer, je vais arbitrer mon portefeuille pour retourner sur les cryptos qui
pour moi, me semble plus cohérent sur ce bull. Alors là, j'ai envie de te poser une question parce que tu as dit quelque chose, là j'ai pris le temps de le noter. Les projets auxquels tu tiens. Des fois, j'entends qu'il ne faut pas tomber amoureux de ces investissements, de ces projets crypto. Toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Parce que si il y a des projets auxquels tu tiens, est-ce que c'est d'un point de vue fondamental parce que tu es convaincu que ça va exploser? Ou est-ce que tu as une valeur émotionnelle parce qu'ils t'ont fait des belles performances lors du dernier bull run? Non, pour moi, c'est fondamental. Par exemple, les projets sur lesquels je pense j'ai fait le plus d'argent sur le bull dernier, c'est ceux que je veux arbitrer. Je pense par exemple à Chiliz et je vais réarbitrer. Je pense que c'est un projet qui a du sens. Je pense sincèrement que c'est un bon projet, qu'il aura certainement l'occasion de faire des ATH et de monter peut-être à 3 ou 4 dollars. Mais ça ne sera peut-être pas tout de suite. Faut être honnête. Je pense que les tokens en utilité, c'est peut-être pas forcément le narratif d'aujourd'hui. C'est peut-être le narratif du super cycle, du cycle où les cryptos vraiment vont arrêter de faire des bear markets de 90%. Et là, ça voudrait dire en fait qu'on n'est pas sur un cycle de juste 2 ans de bull, mais peut-être 2 ans, une petite baisse, et puis on stagne, et puis on remonte, etc. Et donc les projets comme Chiliz, pour moi, ils vont avoir du sens plutôt sur le long terme. Donc je vais quand même garder des bagues long terme parce que ça me semble pertinent comme projet. Mais sur le coup, je pense que les infrastructures de réseau sont beaucoup plus pertinents. Type Atom, Elrond, pourquoi pas, l'interopérabilité, exactement, Ethereum, les Layer 2, etc. Je pense qu'il y aura beaucoup plus une narrative là-dessus. Donc pour répondre vraiment à ta question, plutôt le fondamental, moi, qui m'intéresse. Après, c'est très difficile. Pourquoi tu prends pas, par exemple, mettons que je vais dire n'importe quoi, tu avais investi 10 000, tu te retrouves avec 2 000, donc je comprends que psychologiquement tu dis merde, il y a 8 000 à gagner, que si tout remonte, en théorie, je vais les chercher. Mais est-ce que tu penses pas que ce 2 000 investi aujourd'hui sur un projet qui a le vent en poupe, comme Solana, comme certains projets d'intelligence artificielle, que ce 2 000 là, tu peux le remonter peut-être avant à ton 10 000 que ton Chiliz qui va remonter, mais peut-être un peu plus tard quand tout va repartir, tu sais. Je sais pas, moi, c'est j'ai une vraie tendance. question. Non, ma réflexion, il est de dire que en fait, sur ce type de marché, comme la liquidité est quand même assez faible, quand les acteurs vont revenir, ils vont revenir sur les projets qui ont plus ou moins marché. Et là, je parle pas d'aller chercher des ATH, je parle d'aller chercher des moyennes. Donc, aller chercher des moyennes sur des projets qui sont cohérents, ça me paraît pas très compliqué. Ça va se faire sur le cycle. Et ça va se faire tôt dans le cycle, ça sera vraiment dans le printemps. Ça m'étonnerait qu'on ait un Chiliz qui reste à 8 centimes si toutes les autres cryptos, elles font 30 ou 40%. Après, je suis d'accord, je pourrais essayer d'aller chercher des projets là en vogue maintenant, sur l'IA, sur les trucs comme ça. Mais là, moi, j'ai plus peur des portes de saloon où on aurait vraiment des tokens qui pump beaucoup maintenant, mais qui après, en fait, auraient fait toute leur performance sur le cycle. Je sais pas si ce cycle va être comme les autres cycles. C'est pour ça que j'essaie de me prémunir un peu de ça. Moi, j'ai bien réussi mon cycle précédent sur le bull, un peu moins sur le bear. Mon objectif n'est pas de me faire avoir par des nouvelles problématiques. Et je ne vais pas chercher les mêmes gains que je voulais chercher sur mon bull dernier. Donc, je vais jouer peut-être un peu moins risqué. Et l'idée d'aller plutôt sur des projets qui sont plus simples qui sont moins risqués, du type Ethereum, même si c'est risqué pour certaines personnes, hein. Mais je vais aller plutôt sur du Ethereum, je vais aller sur le top 10, top 20 élargi. D'accord. Je vais pas me faire. Tu vas pas chercher j'ai pas besoin d'aller me faire peur top 100, machin. à aller chercher de l'IA maintenant qui font peut-être 1x5, mais qui derrière, est-ce que sur la narrative ça va durer, est-ce que ça va perdurer, est-ce qu'on aura vraiment la liquidité qui va aller sur ces projets. J'ai quand même toujours ce doute de me dire que là, si je suis vraiment dans le cycle où c'est les investisseurs, les fonds institutionnels qui arrivent, est-ce que eux, ils vont faire comme le bull dernier à faire des x10, x20 sur tout et n'importe quoi, ou est-ce qu'ils vont recentrer leur liquidité sur des projets qui ont vraiment du sens, qui ont vraiment un intérêt pour la cryptosphère. J'imagine que si je devais, en tout cas, moi, me mettre à leur place, c'est ce que je ferais. J'irai pas forcément sur des tokens où il y a vraiment un narratif pile maintenant, quoi. Après, le trader, pourquoi pas? C'est-à-dire avoir une petite poche de cash, de liquidité, c'est ce que je me donne aussi comme pour ce bull. Quand vraiment on sera revenu en été, que tout ira dans le vert, j'aurai une petite poche de cash que j'investirai en trading, où j'irai peut-être mettre un petit peu d'effet de levier, mais très léger, un x2 max.
x2, x3, et où je sais pas, peut-être mettre 5 à 10 000 balles max pour aller chercher des petits rendements supplémentaires. Ok, Et, ça donne déjà une bonne idée sur ta stratégie. Donc pour l'instant, si je résume, tu restes positionné sur les bons projets sur lesquels tu étais déjà en fait, qui ont baissé Oui. comme tout le reste. Tu attends Oui. un retour à la valeur médiane, donc ça veut dire pas un retour aux ATH, mais une valeur intermédiaire entre maintenant et les C'est ATH ça. de ces projets-là. Ensuite, tu vas réarbitrer en regardant en fonction ce qui a fonctionné, quels sont les narratifs qui sont bien installés, etc. Tu vas prioriser plutôt des gros projets du CoinMarketCap pour essayer d'être positionné sur les projets qui vont intéresser les institutionnels. Oui. Et tu te prévois aussi une petite poche de cash pour faire du trading quand le bull run sera plus Exactement. avancé, que le marché sera plus directionnel. C'est ça? Exactement. Et après, Ok. j'ai mes targets de sortie. Donc, j'ai une target sur le capital au global. Donc, Ok, elle est mais ça, très on en parlera large. peut-être après. Cette On va en fourchette. parler après Bah, ok, du coup, ouais. parce que les stratégies Ça de marche. sortie, ça T'as bien m'intéresse raison. justement. Fait qu'on met ça de côté un instant. Christian, dis-nous tout. Comment toi, tu as vécu cette fin de bear et qu'est-ce que tu as décidé de mettre en place pour le bull là, qui s'annonce? Ouais, j'ai pas autant que j'aurais voulu, mais j'ai pu consolider certaines positions en DCA. Et puis donc là, je suis content. Il y a des projets qui j'avais pas réinvesti vraiment sur le dernier là, par manque de liquidité, le dernier plus bas, mais on va dire que j'en étais pas bien loin. Donc là, les prix commencent à revenir un peu au niveau d'investissement, au prix sur lesquels j'avais acheté mes derniers prix d'achat. Donc du coup, je commence à devenir soit flat, bon, sachant que c'était de la consolidation de position. Il faudra que je refasse les calculs, mais du coup, ça commence à voilà, faire plaisir. En tout cas, je regarde ce qui se suit. J'essaye de suivre aussi ce que tu partages toutes les semaines. Merci de me faire un petit coup de pub. Du coup, oui, j'avais bien aimé ton idée de surveiller aussi tout ce qui superforme le Bitcoin. Donc du coup, je reste toujours à l'écoute. Je mets un peu j'essaye de mettre moins d'émotion sur les cryptos parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à vite tomber en amour sur 2-3 cryptos et puis après de les garder et puis dire non mais c'est mon poulain. Et puis en fait, à côté de ça, il se fait dépasser par des fusées. Et au final, c'est dommage parce que voilà, j'ai peut-être une énorme partie de ma liquidité qui est positionnée sur des coins alors qu'ils sont pas non plus à la cave, mais qui font des 3%, alors que d'à côté, il y en a qui font des 15%, etc. Après, j'ai quelques projets aussi qui ont bien performé. Là, je suis content. Donc voilà, je surveille tout ça de près, je prends de la distance, je reste en bougie hebdomadaire, et puis je regarde, et puis là, progressivement, je vais aussi faire attention à tout basculer sur, comme tu nous l'avais recommandé, sur Tangem pour la sécurité. Voilà, rester à l'écoute des nouveaux narratifs. Je pense qu'en effet, vous en avez cité des intéressants qui vont, à mon avis, être au cœur de la scène pour ce prochain bull run. Et puis, mais c'est vrai que je rejoins aussi François, il faudra être vigilant en effet, parce que c'est vrai que quand il y a des coins qui vont trop vite, après, quand il y a tout qui repart, c'est forcément à un moment donné, le RSI, il faut bien qu'il retombe. Donc après, elles se mettent à être dans le rouge quand tout le monde est dans le vert. Donc c'est toujours la même. Je pensais avoir pris suffisamment de recul, mais c'est toujours un peu la question de se dire, je pense que j'ai encore à clarifier mes stratégies de sortie. C'est de se dire, est-ce que j'en prends, est-ce que j'en prends pas tout de suite, est-ce que ça serait pas pertinent que je commence à prendre. Après c'est toujours, mais oui, mais t'es dans quel objectif? Moi je suis sur du long terme, donc voilà, il y en a, bon aussi ça serait intéressant, peut-être que je commence peut-être déjà à récupérer pour peut-être réallouer. D'autres, je me dis non, ça franchement c'est des projets auxquels je crois vraiment, et donc du coup j'ai envie de les garder sur du long terme parce que je pense que là on en est qu'au début. Donc voilà un peu, pour pas redire sur des choses que François a déjà partagées, mais voilà, je surveille, je fais attention. T'es plus attentiste maintenant finalement, tu gardes Oui. tes positions pour l'instant, tu n'as rien vendu toi, tu as gardé tout pendant le bear market. Ah ouais, moi tu as j'avais holdé. tout gardé, je vois que là je reviens sur des prix, alors j'ai pas fait les bonnes choses correctement, mais j'avais dit que je le ferais, puis je l'ai toujours pas fait, mais c'est de savoir concrètement quand est-ce que je suis rentré parce que j'étais rentré à plusieurs niveaux, donc Ouais, sur tu le veux bull ton run prix dernier. moyen d'achat. Ouais, Là, ça, j'ai il faut, plus, il faut- on va dire, les derniers bags que j'ai achetés, c'est ça, à la limite, même si je regarderais sur mon historique Binance et compagnie, KuCoin, je pourrais avoir vraiment les derniers prix, mais il faudrait qu'après, je le dilue, enfin voilà, que je fasse une moyenne avec ce que j'avais déjà mis. Ouais. Bon. Là, ce que je te recommande, Christian, c'est potentiellement l'application Walsio.
qui te permet du coup de faire ton imposition. Potentiellement sur 2024, on va en avoir besoin, donc ça peut avoir du sens de déjà l'acheter maintenant. Là, peut-être pour le Black Friday, ils vont peut-être faire une petite offre. Ok. Et en fait, ça te permet du coup d'avoir vraiment ton livre avec toutes tes transactions. Et donc tu as pour chaque coin, tu as ton prix moyen d'achat pour chaque coin que tu as acheté. Ah, c'est bien, Si ça. tu redonnes toutes les transactions, tous les machins, tu auras tout. Donc il te fera tout pour toi. Ça peut être vraiment pertinent. Ça, on pourrait peut-être faire un épisode parce que ça m'intéresserait de voir, toi qui as déjà l'interface, que tu feras un screen share puis on montrera parce que je sais que l'imposition c'est un sujet qui revient tout le temps quand on parle crypto. Ouais. Fait que Walsio c'est un outil intéressant donc on pourra faire un épisode là-dessus. Dites-le nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse ça. Super, j'ai noté un truc que Christian t'a parlé de sécurité. Alors ça je trouve ça intéressant. Et d'ailleurs, j'ai vu, je crois que alors c'est pas cette personne, mais il a l'air quand même assez connu dans l'écosystème de la crypto sur Twitter, qui disait qu'il s'était fait voler en fait toutes ses avoirs en Bitcoin. Il avait 25 Bitcoins. Donc là en commentaire, tu peux dire tout de suite, c'est le genre de post, tu vois, parce qu'il y a la peur. En vrai, c'est le flip de tout le monde. Hein. Et lui, en gros, avec son père, ils étaient connus parce qu'ils s'étaient tous les deux mis à la crypto. Alors, j'ai pas le nom, là, j'ai pas mon téléphone dans les mains, mais en plus, ils partaient, j'ai trouvé ça stylé, en pèlerinage père-fils au Salvador. Parce que maintenant, tu sais, t'as de plus en plus d'événements par rapport à ça et tout. Et en fait, ça arrivait à peu près dans le même temps. Donc, et eux, ils étaient tellement all-in sur la crypto que là, en ce moment, il explique, il dit, faut qu'on trouve des solutions pour des trucs de la vie de tous les jours parce tout notre argent était là, en fait. Donc, ça devait être stacké, je sais pas trop. Alors, il n'a pas dit exactement ce qui s'était passé. Il est encore en train d'essayer de comprendre. Mais a priori, c'est que ces clés étaient sur un device qui était connecté à Internet. Donc, il s'est fait hacker son device. Donc d'où l'importance, et lui-même il le reconnaît que c'était une erreur un peu de débutant, mais quand tu te rends à ce niveau-là, 25 bitcoins, ça représente plusieurs millions, ça fait flipper. Et moi je sais que par exemple sur le dernier bull run, j'ai tout laissé sur les exchanges pendant tout le bull run, et j'ai été assez chanceux, je touche du bois, que j'ai rien perdu, il m'est rien arrivé, je me suis pas fait avoir dans les transactions aussi quand je faisais des échanges, parce qu'à un moment donné j'ai échangé beaucoup d'un exchange à l'autre justement mes cryptos. Là je sais que des fois il y a des gens qui font pas la bonne affaire, qui se trompent de réseau, qui se trompent d'adresse et là tu perds la somme. Donc moi c'était un de mes points en tout cas que je voulais absolument mettre au clair direct depuis le bear market, c'est de sécuriser mes crypto-monnaies. Pour enlever déjà ce risque-là, il y a assez de risques inhérents à cette activité-là. Ce risque-là, je voulais l'enlever tout de suite. Donc, tu parlais de Tangem. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne, effectivement, si vous êtes intéressé. Parce qu'en même temps, il y a plusieurs options. À mon avis, il y a plusieurs bonnes réponses. Il y a plusieurs acteurs au niveau de la sécurisation. Il y a Ledger qui est bien connu, Trésor. Donc voilà, je ne dis pas que Tangem, c'est la solution absolument. Mais ce que moi, j'ai trouvé sympa de Tangem, c'est qu'on peut tout piloter depuis son téléphone. Et la sécurité, donc les clés, en l'occurrence, ne sont pas connectées à un device. Sont pas enregistrés dans un device qui est connecté à Internet, mais sont dans une petite carte qui ressemble à une carte de crédit. Donc voilà, c'est une petite parenthèse là-dessus parce que tu abordes le point, Christian, et je pense que ça valait la peine d'en parler là dans cet épisode. Totalement. Ouais, complètement. Puis moi, je rejoins aussi, je sais pas, peut-être je me fais des films, mais je peux pas m'empêcher de penser aussi à tout l'aspect psychologique, émotionnel qu'il y a aussi au travers de cette activité d'investissement. Qui est quand même assez risqué, faut se le dire. Je voudrais pas que un élément comme la sécurité devienne un frein au fait de gagner, en fait. Parce que peut-être qu'il y a des peurs ou des plafonds de verre qui est de ouais, mais si je gagne trop, peut-être qu'après, si je perds. Donc du coup, il y aurait peut-être un avantage, un avantage inconscient à ne pas réussir parce que du coup, peur de se faire voler cet argent ou quoi que ce soit. Je veux vraiment être serein et pouvoir dormir sur mes deux oreilles et avoir aucun frein technique ou, comme tu disais, de faire des transferts d'argent, etc. Ouais, comme tu dis, il y a déjà assez de galères comme ça et ça, c'est important, je pense, d'être carré là-dessus. Je pense que le dernier bull run, c'était un peu... déjà, en plus, il n'y avait pas eu ce qui s'était passé avec FTX. Voilà, donc du coup maintenant on prend aussi du recul par rapport aux exchanges, on peut jamais dire jamais, donc faut toujours être hyper précautionneux et là je le vois, on peut dire aussi que c'est un des indicateurs comme quoi c'est le printemps, c'est que je vois de plus en plus d'hameçonnage, de mails qui reviennent et c'est que le début. Je pense qu'en plein bull run ça va être une dinguerie, on n'est pas prêt et je pense qu'ils vont être encore plus intelligents, ils vont trouver des nouvelles magouilles et il va falloir être très 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 vigilant parce qu'on pense toujours que ça arrive aux autres et moi j'ai fait partie de groupes
de formation, etc., quand je m'éduquais au début, avec des personnes qui s'étaient fait pirater leur MetaMask, qui avaient tout perdu, mais ils en pleuraient, quoi. Et là, c'est quand on se dit, c'est des heures et des années, enfin, j'exagère, mais voilà, je veux dire, quand on a passé plusieurs mois à faire des choix, à suivre des projets, à peut-être avoir légèrement gagné par rapport au marché, etc., et puis, en un clic, en quelques trucs, se faire tout voler. Et en plus, alors après, il faut se dire qu'il n'y a jamais de perte sans gain et on peut bien toujours sûr. positiver, c'est que de l'argent, mais quand même, ça fait mal, quoi. Donc, Et surtout au début du autant bull faire run. se peut. Je trouve que c'est ça qui est le plus violent. Parce oui. que là, ça fait Bah mal, oui. mais il est au début Ah du bah, bull run. encore À pire. chaque fois qu'il va voir le Bitcoin, quand il va péter ses ATH, il va aller à 100 000. Imagine la douleur, et ça, tu vis avec. Tu peux plus jamais Bah, revenir en arrière. Tes En Bitcoins vrai, sont je pense perdus. je pense que c'est douloureux aussi bien avant qu'après, parce qu'imagine, t'as fait tout, t'as surfé la vague et puis t'arrives au top, et là, bim, là, c'est Ouais, braquage. ouais, au plus non, haut, c'est quoi. sûr, c'est sûr. Ça Mais fait mal non, aussi, quoi. c'est un très bon red flag, Christian. T'as bien fait d'en parler, franchement. Et c'est intéressant quand tu parles des plafonds, tu vois. Je reviens juste tantôt avant, on parlait d'imposition, des taxes. Moi, je sais que ça a été un de mes plafonds. Donc, je m'empêchais en fait oui. de faire de l'argent parce que derrière, j'étais Pareil. en fait, comment je fais? Mettons que je fais 1 million. Comment ça va se On passer? fait une dinguerie comme ça, là? Tu voulais prendre des notes? Je t'arrête tout de suite. Pose ta feuille et ton stylo. On a pensé à tout. On a fait un résumé coup de cœur de l'épisode. Tu peux le télécharger directement avec le lien en description. Comme ça, tu profites tranquillement. Merci beaucoup et bonne écoute. J'ai 1 million sur mon compte. Je le mets où? Est-ce que moi j'avais peur parce que tu sais je suis un peu complotiste sur les bords. Je me dis imagine ma banque elle gèle mon compte parce que j'ai jamais eu d'argent comme ça. Ils vont dire mais il arrive d'où votre million monsieur Catella? Et là il me bloque mes comptes. Qu'est-ce que je fais au niveau des impôts? Parce que je suis pas du tout entouré, je les fais moi mes impôts et puis c'est limite tu vois. En plus bon peu importe mes complexités Canada, France machin. Et ben tu vois là c'est pour ça que j'essaye dès maintenant de penser à tout ça. Donc d'avoir plusieurs comptes en banque pour pouvoir dispatcher le risque. Penser dès maintenant à quasiment leur écrire, tu vois. Je pense que ça, je l'ai prévu, de les contacter quand le bull run va être un peu plus avancé en disant là, moi, je vais avoir des virements d'argent assez conséquents. Comment ça se passe? Est-ce que je dois vous alerter avant? C'est quoi la procédure? Et vraiment un maximum de préparer le terrain pour que quand ça arrive, j'ai juste un plan à suivre. Et pas je me pose la question alors que là, tu as ton argent qui est en stable. Imagine, il y a un fork sur le stable. Imagine, voilà, il y a tellement de choses qui peuvent arriver que c'est bien de se préparer dès maintenant. Ouais. Ouais, pour moi, ça, c'est à la fois Enfin, ça va faire partie, je pense, de ce qu'on va aborder là sur les stratégies de sortie. C'est-à-dire que c'est pas le tout d'avoir ces prix de sortie. Il y a après, qu'est-ce que je vais faire de cet argent pour que ça reste aussi quelque chose de concret et pas juste des chiffres, parce que ça, on en avait parlé. Mais c'est clair que si à un moment donné, ça devient juste du gambling, du jeu, on se rend plus compte, on se dit oui, mais ça va, c'est que 1000. Non, mais non, 1000, 2000, c'est combien en fait? Ça représente quoi dans ta vie? Et puis après, voilà, concrètement, est-ce que je mets tout en fiat? Est-ce que je laisse une partie en stablecoin? Ou est-ce que je laisse sur des cryptos sur du long terme? Est-ce que je mets tout en Bitcoin? Est-ce que il y a plein de questions et toutes ces questions-là, si elles sont pas solutionnées, si elles sont pas, il n'y a pas une réponse qu'on a apportée, sachant qu'il n'y aura pas une réponse absolue, hein, mais en tout cas une réponse avec laquelle on est capable de se coucher sur nos deux oreilles. Je pense que c'est autant de freins qui va faire que on va pas être à l'aise d'atteindre la ligne d'arrivée en fait. Carrément. Moi, je peux faire peut-être un petit point sur comment j'ai géré donc ma fin de bear market. Donc comme je renvoie à l'épisode, toujours pareil, mais moi j'ai tout perdu en fait avec l'effet de levier quand j'ai fait le marché s'est retourné, un peu comme toi François, je pensais qu'il y avait un super cycle et pour moi l'ATH devait être un one top, quoi, un blow off top comme ils disent en anglais, et en fait on a eu un double top et arrondi en plus, donc ça laissait vraiment penser comme si c'était une grosse, ma figure de consolidation préférée, ta séance, on a l'impression que c'était un peu ça, quoi. Il faut savoir d'ailleurs que c'est pas exclu que ça se recommence. Tu vois, c'est pas dit que le top, en fait même il y a fort à parier que le top, on aura moins qu'avant des tops vraiment vénères, mais on aura peut-être plus justement parce que les institutionnels vont tout simplement prendre leur argent en haut, leur profit, ils le prendront pas d'un coup, tu vois, ça va être progressif, donc c'est des choses un peu plus techniques et peut-être qu'on aura même un triple top, tu vois, là on ne sait pas sur ce qui s'en vient. Donc ça, il faut s'y préparer aussi, il faut envisager cette option. Donc bref, moi je me suis reconstruit vraiment dans le bear market, j'ai des CA, tout simplement, j'ai des CA sur des projets que je trouvais intéressants. En fait, au début, je me suis positionné sur, pour le coup, beaucoup de projets. Je trouve j'étais sur une vingtaine de projets, mais on ne savait pas trop ce qui allait fonctionner. Bon, oui, il y avait l'IA, mais l'IA est partie très vite. Je ne voulais pas FOMO en plein bear market sur des projets, donc je ne suis pas rentré tout de suite sur l'IA personnellement. Par contre, j'ai pris des notes. J'ai tout observé. J'ai regardé les projets, qui réagit bien.
j'ai commencé vraiment en fait à tout noter sur le papier, quels sont les narratifs qui commencent à s'installer, etc. Ensuite, le Bitcoin a ouvert le bal comme d'habitude, et là je suis rentré dans une stratégie de surperformance, d'acheter des actifs qui sont surperformants. J'explique rapidement ce que ça veut dire, c'est que pour moi, si tu achètes quelque chose autre que Bitcoin, tu prends plus de risques. Concrètement, le Bitcoin, c'est la crypto la plus safe à acheter. Si j'achète quelque chose qui est plus risqué que Bitcoin et qu'il le sous-performe, ça n'a aucun intérêt, selon moi. Alors, on pourrait dire, ok, mais je me place maintenant parce que les prix sont très bons, ça va monter, etc. Mais moi, j'aime mieux attendre finalement des signaux clairs parce qu'on ne sait pas les projets qui vont repartir. Il y a des projets qui vont jamais repartir. Il y a des projets qui vont peut-être monter aux ATH, mais voilà, ça ira jamais plus loin. Et il y a des projets qui sont arrivés tard aussi dans le bull run. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui sont arrivés quasiment en bear market. Donc ça, c'est des projets hyper intéressants, mais on ne sait pas trop. On les a pas vus performer en bull run, donc on ne sait pas trop non plus. Mais en même temps, ce genre de projet, j'ai l'impression qu'ils ont plus de chances de faire des nouveaux ATH parce que justement, les gens veulent voir. Ils veulent les voir en price discovery, quoi. Maintenant, je suis resserré sur 10 projets. Donc je vais rester dans la mesure du possible sur ces 10 sur pas plus que 10 positions pour avoir des positions qui sont un peu plus lourdes et que ça soit un peu plus intéressant au niveau des performances. Et après, je surveille, j'ai une watchlist et je surveille tous les projets qui sont en train de s'extraire de grandes bases. Par exemple, cette semaine, il y a, François, je pense que tu avais fait le airdrop, mais il y a le DXDY, c'est ça? DYDX. Je l'ai dit à l'envers, DYDX, c'est ouais. Ça? Ok. Et il y a Woo aussi, Woo Chain, je ne sais pas si vous connaissez, WOO, qui est quelque chose d'équivalent. Et bien là, ils ont fait un super beau breakout weekly avec des volumes d'une grande base. Donc je vous invite à aller voir ces projets si vous êtes intéressés. En plus, on est positionné en bas quand même du top. On est dans les top 80, je pense, quelque chose de même. Peut-être même 90 pour le Woo. Donc voilà, là ce que je fais, c'est que des projets qui ont déjà beaucoup performé comme Injective, moi j'ai retiré des profits d'Injective. Et je les réinvestis sur cela parce que j'aime mieux acheter un breakout où je vais avoir un ratio risque-gain qui est beaucoup plus en ma faveur et je sais que souvent c'est les premières bougies qui s'énervent, donc j'essaye d'aller capter ces grandes bougies. Et la subtilité que j'amène, c'est attention, et là je reviens peut-être sur un point que tu as dit, Christian, tout à l'heure ou François, je ne sais plus, mais de ne pas courir après les bougies vertes. Parce que ça, c'est un risque, effectivement. Si tu fais trop la girouette en mode « Oh putain, là, ça pète, vas-y Solana, c'est bon, je rentre ». Non, mais attends, mon ami, c'est ça. Quand ces bougies-là, dis-toi bien qu'elles permettent à des gens de sortir. Donc, fais pas l'imbécile. Et donc, j'essaie vraiment de regarder que du weekly déjà. Je fais pas de position en daily pour vraiment ne pas faire la girouette, mais au contraire, être posé et bien surfer chaque narrative, mais en même temps me positionner un peu stratégiquement quand je sens que on enclenche quelque chose. Fait que voilà ma stratégie au niveau achat. On s'entend que l'achat, c'est ce qu'il y a le plus simple à faire. Ok, c'est très difficile en vérité de faire de la merde. Si tu achètes en bear market, tu as des bons prix. Concrètement, tout s'est pété la gueule, tout a perdu 80, 90%, 100%. Là, je crois que j'ai lu que si tu avais fait du DCA depuis le top, que tu avais acheté au top, 69 000 le BTC, et que tu faisais du DCA là depuis t'es déjà en gain, tous les mois, je pense, et bah t'es déjà dans le vert là. Exactement. T'es déjà en gain alors que le bull run, il commence à faire 25%, je crois. Tu fais 25% de gain. Super intéressant. Sur ta position. Super intéressant. Donc là, clairement, on va parler de sortie maintenant, parce que c'est ça qui intéresse les gens. En tout cas, j'espère que vous avez conscience que c'est ça le plus important. Oui, c'est le plus important. Donc, stratégie de sortie. Comment vous voyez ça maintenant? François, tu parlais de prendre des profits. Comment tu vois ça? Moi, personnellement, je me suis donné plusieurs objectifs. J'ai des objectifs de sortie par rapport à mon patrimoine net global. Donc ça, je pense que c'est important à l'avoir en tête. C'est-à-dire que la crypto, c'est une partie de mon portefeuille global. J'ai de l'immobilier, j'ai un PEA, j'ai une assurance vie, j'ai de la private equity. Enfin bref, j'ai plein de petits trucs. Et les cryptos font partie de tout cet ensemble. Donc il faut bien comprendre que moi, j'ai une vision sur l'ensemble dans ma sortie. Mon objectif, il est assez simple. C'est plus pour dire un chiffre que comme ça. En réalité, il a du sens, ce chiffre. Mais je peux même donner plutôt une fourchette. Mais moi, mon objectif là à terme, c'est d'avoir 1 million de patrimoine net. Donc je me donne une fourchette. Je me donne donc une fourchette sur... T'inclus les autres poches, immobilier, machin. J'inclus toutes les poches. Okay. Donc ça veut dire que si j'arrive à faire entre 600 000 et 1 million avec la crypto, je suis bon.
Bon, après, il y a l'imposition, il va falloir réfléchir à comment on fait, comment on se débrouille. Techniquement, c'est 30%. Après, est-ce que je vais pas être recalé en professionnel? Ça, j'en ai aucune idée. Donc, voilà, il y a quand même à réfléchir sur tout ça. Actuellement, maintenant, après, je vais poser la question dans l'autre sens. Je vais dire, attends, est-ce que 600 000, 1 million, c'est quelque chose de réalisable avec le portefeuille actuel que j'ai? J'ai à peu près 60 000 balles de crypto, une bonne partie investie déjà, comme je dis, une petite partie en liquidité sur de la DeFi que je veux réinvestir quand vraiment, là, je verrai mes cryptos qui seront sur leur moyenne. Dès qu'ils sont sur leur moyenne, je verrai en fait où c'est que je peux aller et donc du coup, je vais pouvoir réinvestir ce cash. Je pense que je dois avoir à peu près entre 5 et 10K sur de la DeFi en liquidité. Donc, moi, ma vision... un x10 à peu près, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je vise un x10. Donc, moi, dans ma position, je vise un x10. Donc, si je vais sur des cryptos style BTC, je pense que c'est mort. Il aurait fallu tout mettre. Clairement. Quand j'étais dans le bear, quand le Bitcoin était à 13 000, là, ça aurait peut-être pu passer. Sauf que je n'avais pas 60 000 à ce moment-là, j'avais un peu moins. Donc, ma réflexion, elle est de dire qu'il faut que je prenne les risques en fonction du reward que j'attends. Donc, j'essaie de moyenner en fonction des tokens et des projets qui m'intéressent, lesquels vont potentiellement me donner ce rendement-là. Donc, moi, j'ai pas revendu mes Ethers, hein, j'ai à peu près un peu moins d'une dizaine d'Ethers. Donc, ceux-là, moi, je ne les vendrai pas en dessous de 10 000 balles. C'est sûr certain, je ne vendrai pas un Ether en dessous de 10 000. C'est, autant sur le bull d'avant, j'aurais pris mes gains peut-être sur la montée entre 5 et 10K. Là maintenant c'est dit, je ne vendrai pas un Ether en dessous de 10 000. Ils ont délivré pendant le bear market, ils sont passés en proof of stake, là ils sont en train de travailler sur le sharding. Je pense que les gens ne sont pas prêts de la valeur d'un Ether à l'avenir. Moi, et ça c'est un deuxième objectif, et ça c'est plus une vision long terme sur la crypto, qui me fait aussi réfléchir, qui est l'idée de me dire qu'est-ce que tu veux garder à terme sur la crypto? Qu'est-ce que tu veux garder en bague? Parce que pour moi, ça va être quelque chose qui va être valorisé dans ton patrimoine. Et donc, si je fais 600 000 balles avec la crypto, je ne veux pas forcément sortir 600 000. Je vais peut-être en sortir, je sais pas, la moitié. Investir dans de l'IMO, mettre un peu dans mon PEA et mon assurance vie pour pouvoir me sortir un cash flow continu avec cet argent et peut-être garder encore 300 000 balles sur le marché crypto. Et donc là, la question c'est où c'est que tu te positionnes et sur quelle crypto tu te positionnes et quelle bague tu veux. Et donc moi, ma vision de ce bull, en fait, c'est d'augmenter aussi mon bague en crypto en termes d'Ether et en termes de Bitcoin. Moi, ce que j'aimerais à terme, ça serait pouvoir sur le prochain bear racheter à ce moment-là avec cette liquidité, ce que je n'ai pas pu faire sur ce bear-là, j'aimerais le faire sur l'autre bear, avoir cette liquidité qui me permette d'acheter au moins 32 Ethers, un Bitcoin, et pourquoi on verra pour Atom en fonction de combien? Pourquoi 32 Ethers? Est-ce que c'est pour avoir un nœud, c'est ça ou... Ouais, pour avoir un nœud Ether. Okay. Tout simplement. Et après ça, tu vas générer automatiquement des revenus passifs. Voilà, c'est ça. Tu génères 3,5% à peu près de revenus sans rien en termes risque-free. Et puis tu peux même faire des boucles de rétroaction de tes Ethers. Tu peux les faire des ST Ethers que tu réinjectes. Enfin bref, peu importe. C'est de la DeFi. Et tu peux monter à 4, 5, 6% sans problème. Et puis après, tu peux aussi faire de la dette, du collatéral de dette. Donc aller sur des plateformes comme Aave et prêter tes Ethers en échange d'un rendement aussi plus intéressant. Je pense plutôt moi rester sur le truc sans risque, 32 Ethers, faire mon nœud et basta. Et puis un Bitcoin, je trouve que c'est... symbolique. On n'en a jamais assez, mais c'est symbolique. C'est de me dire que... Ça sera déjà une très bonne chose dans mon bag. Donc voilà, moi c'est un peu ma vision, c'est une vision sur le patrimoine net, une vision sur qu'est-ce que je veux en bag à la fin du bull, qui est réalisable. Et en fait, quand je réfléchis à ce qui est possible, j'ai pas donné ces chiffres dans le vent. Hein. Je pense que si on répète un peu l'histoire, le bear market devrait ramener sur les ATH du précédent bull. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir un Ether aux alentours des 4005 au bear prochain. Donc 32 Ethers, vous faites le calcul très rapidement, ça fait 10 fois 4005, ça fait 45, 45 fois 3, 135. Donc 135 000 balles, c'est quelque chose que je peux acheter techniquement avec les 300 000 que je garde dans mon bag.
Et je pense que le Bitcoin devrait pouvoir aussi retracer sur son dernier ATH. Donc il redescendra certainement sur les 69, 65K, je pense. Et donc là, je pourrais aussi m'acheter normalement mon Bitcoin avec le bag que j'ai décrit. Donc en fait, j'essaie de rester réaliste, ce qui me donne des portes de sortie. Et après, je vais être beaucoup plus précis sur les projets en eux-mêmes. Et je vais aller chercher vraiment ATH, extension de Fibonacci, et aller chercher bien sûr des multiplicateurs qui sont cohérents par rapport au risque que j'ai pris. C'est-à-dire que par exemple, comme Ether, je vous ai dit, je n'en vendrai pas avant 10 000. Atom, pareil, j'ai pris un risque. Je les ai achetés aux alentours de $20. Je dois avoir un prix de revient maintenant, je sais pas, peut-être à 15 ou 16, $17. J'ai pris le risque de tout perdre. Et il faut que mon risque rendement soit cohérent par rapport à ça. Donc je vais pas m'arrêter à un x5. Voilà. x5, ce serait le minimum pour déjà me dire je commence à vendre mes atomes. Donc si on va pas chercher $80, je suis pas là. Ok. Vous voyez, super intéressant. Après, après on peut vraiment... L'idée est de prendre, je pense, en macro et puis de descendre petit à petit jusqu'en micro pour après avoir ces targets de TP. Parce que c'est bien de dire oui, je sors quand ça, mais quels sont mes vrais TP? Ça, après, c'est vraiment graphique. Je pose mon graphique, je regarde pendant le bull, je vois ce qui se passe. Et ça, je suis pas contre de modifier certains TP. En fonction du narratif, en fonction de comment ça se positionne, en fonction de si ça monte vite ou pas, je vais peut-être pas prendre mes TP exactement comme je l'imaginais. Vous voyez ? Ouais, carrément. Mais j'aime bien en tout cas ta vision très projetée même de l'après. T'es quasiment après, tu vois le prochain bear market. Donc ta vision de la gestion de ton patrimoine au global. Donc déjà, ça c'est intéressant aussi des fois d'ouvrir et pas rester juste sur la crypto. On a tendance C'était l'erreur que j'ai fait. On est un peu des crypto maximalistes. Moi, le premier, je suis 100% pour le coup en crypto parce que j'estime qu'à ce moment-ci, c'est ce qui est le plus rentable. Mais définitivement, c'est un de mes projets de sortir aussi du patrimoine, en tout cas de la crypto pour aller vers d'autres assets comme l'immobilier, des actions à dividendes. On va faire notre petite société SCI et notre société Trilem, exactement, avoir de la liquidité et puis la société Trilem aussi. Aller sur ces projets-là. Cool. Bon, merci François. On y voit un peu plus clair là-dedans. Christian, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as prévu en stratégie de sortie? Tu disais tout à l'heure que tu étais encore attentiste, peut-être que tu es encore en réflexion, mais tu peux peut-être nous donner des pistes, comment tu penses aborder ça? Tu voulais prendre des notes? Je t'arrête tout de suite. Pose ta feuille et ton stylo. On a pensé à tout. On a fait un résumé coup de cœur de l'épisode. Tu peux le télécharger directement avec le lien en description. Comme ça, tu profites tranquillement. Merci beaucoup et bonne écoute. C'est vrai que moi, j'ai pas la vision aussi élargie que François a pu partager, mais j'aime cette idée en tout cas d'avoir une big picture pour pouvoir prendre après des décisions plus spécifiques, parce que sinon après un prix ça reste un prix et on peut toujours se projeter et tout. Mais j'aime le ramener dans quelque chose de concret. C'est clair qu'à terme, moi aussi, j'aimerais bien diversifier. Après, j'aimerais garder certaines coins, comme je disais tout à l'heure, sur du long terme. Me dire voilà, ça c'est des choses que enfin, en vrai on possède, quand c'est sur notre carte Tangem par exemple, on se dit voilà, c'est à nous, c'est là, et potentiellement je l'ai vécu là sur le bear market, mais ça peut être pratique. Des Ethers, en effet, on peut les mettre en collatéral. Enfin, c'est beaucoup plus rapide qu'une banque, et si on a besoin de débloquer un petit peu de cash, c'est génial. Donc je m'imagine avec imaginez un bag où vous avez plusieurs bitcoins. Enfin, ça se revend jamais un bitcoin. Enfin, quand on sait que potentiellement, quand on aura fait on aura miné tous les bitcoins, je sais plus, mais je crois que on n'a même pas besoin d'être à 1 bitcoin. Je crois que, je sais plus exactement, mais c'est 0, et des poussières. Et on fait déjà partie du top 1 des personnes qui seront les plus riches. J'avais regardé un truc comme ça parce que du coup, ça représenterait tant. Enfin bref. Mais encore une fois, le but, c'est pas d'être plus que les autres, quoi que ce soit. C'est juste déjà de se revenir à soi et de se dire, c'est quoi mes projets. Donc, pour moi, là, je suis en train véritablement en parallèle là, de m'informer de tout ça. Je reprends tout au clair, toutes mes dettes. Je reprends tous mes projets. Et j'essaye de mettre des chiffres à côté pour pouvoir me dire, OK, comment je peux assainir ma situation financière d'une part, et en même temps me projeter sur mon avenir et mes objectifs. Et qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça représente, pour avoir un chiffre concret. Là-dessus, je vous renvoie sur l'épisode qu'on avait tourné
avec le Fire Number, etc. pour vraiment pouvoir se dire, OK, concrètement, quand j'atteins ce chiffre, là, déjà, ça devient très pertinent pour moi. Il y a des solutions qui deviennent concrètes. Maintenant, si c'est pertinent par rapport aux chiffres, par rapport aux investissements, etc., j'aimerais pouvoir peut-être aller chercher, enfin voilà, je ne veux pas m'arrêter si c'est jouable, mais sécuriser en tout cas une partie, et puis après, voir comment on évolue. De toute façon, on ne sait jamais vraiment, donc je vais y aller, après on va tâter. De toute façon, on ne peut jamais savoir comment ça va être. Je pense que ça va être très différent du fait, notamment comme on l'a évoqué avec les institutionnels. Donc voilà, mais en tout cas, je vais être très vigilant de surveiller les sorties, les prix, et puis commencer à me dire, sur certaines coins, de me dire, là, ça va être important que je commence à récupérer. En tout cas, c'est clair que je veux récupérer tout l'investissement, parce que là, ça fait, psychologiquement, c'est quand même, je sais plus combien j'ai dû mettre en tout, mais voilà, j'ai peut-être allé, on va dire, je dirais autour de 5 000 euros investis depuis le début. Voilà, pour moi, ça serait de récupérer à minima, c'est sûr, ces 5 000 euros. Et puis même plus, parce que sinon, après, voilà, c'est pas intéressant. Et donc voilà, d'avoir une vision très, très concrète, et puis de le ramener dans le quotidien. Donc voilà, moi qui veux trouver un appart, etc., commencer à investir aussi sur certaines formations que j'avais imaginées par la suite. Donc bref, tout un ensemble de choses, notre projet aussi à tous les trois. Donc c'est ça qui me donne une vision et qui me donne des objectifs. Et puis ouais, si je pourrais, alors peut-être pas 32 Ethers, là pour moi c'est un peu big comme objectif, je suis loin du nœud, mais un petit Bitcoin, pourquoi pas. Mais on pourrait faire un nœud en famille. Ouais, mais ça mais devient totalement. un business de famille. J'ai pensé, Ouais, si mais on bien met sûr. 10 Bien Ethers sûr. chacun, tu vois, c'est déjà beaucoup plus réalisable Bien sûr. comme projet. Bien sûr. Et Non, peut-être mais même totalement. que les revenus que ça génère, du coup, c'est pour Trilem, tu vois. Donc ça pourrait être intéressant. On s'en reparlera offline. Ok, super intéressant, Christian. J'aime bien ta vision aussi. T'es terre à terre, et je trouve aussi que t'es quelqu'un, en tout cas moi tu m'inspires beaucoup au niveau de ramener les choses dans la matière et dans ce qui a du sens pour nous. Et c'est vrai que des fois quand on parle argent, x10, vas-y, x20, je fais 5%, je fais machin. Moi le premier, j'adore parler de chiffres, et du coup on tombe vite dedans. Mais de ramener en disant, mais ça veut dire quoi concrètement? Donc tu as bien fait de rappeler notre épisode qu'on a fait. Alors c'est sur la version juste audio, puisque là c'est le premier épisode vidéo. Mais je vous encourage quand même à aller l'écouter, c'était super intéressant. On a parlé du coup du Fire Number, qu'est-ce que ça représente concrètement? En fait, c'est comment on peut calculer un chiffre qui fait sens pour nous par rapport à notre vie, en fait, notre lifestyle aujourd'hui, combien on a besoin pour vivre, en fait, combien on dépense, etc. Donc voilà, je vous encourage à aller écouter cet épisode. Ça peut vous donner, et même peut-être à calculer votre Fire Number, et ça peut vous donner comme ça des targets intéressantes pour le bull run. Surtout qu'on avait remarqué que c'était pas non plus si dingue. Pour vous donner une idée, pas aussi dingue. Avec 300-400 000 euros, on peut commencer à vivre en fait de ces investissements. On est déjà ça, bien, je trouve ça quand même intéressant de le noter. Moi, c'est un peu dessus d'ailleurs que j'ai basé donc ma stratégie de sortie. Alors, elle est pas terminée. J'ai envie pour le coup de l'écrire. Je vais en laisser une copie à quelques personnes qui me suivent là sur ce bull run là, parce que comme je sais justement que j'ai eu une fragilité psychologique sur la fin du bull run. Quand je dis fragilité psychologique, ça veut dire que voilà, j'ai été victime de mes émotions. Je sais, je suis pas le seul, c'est classique entre guillemets. J'aime penser que je vais mettre en place des choses qui vont m'éviter de retomber dans les mêmes travers. Donc plutôt que de me dire que ok, maintenant je suis au-dessus de ça, je suis plus fort que ça, non, je prends pas de chance. La confiance n'exclut pas le contrôle, comme un de mes collègues dit tout le temps. Donc je vais contrôler les choses, je vais contrôler les process, même si j'ai confiance en moi, je pense avoir beaucoup grandi lors de ce dernier bear market. Et je pense qu'écrire aujourd'hui, quand on a encore la tête froide, nos objectifs, et les lire peut-être tous les jours, tu vois, on s'en fout, si le bull market il dure un an, 365 fois tu lis tes objectifs, et tu regardes par rapport à où tu en es aujourd'hui avec un pourcentage que tu suis, etc. Moi, c'est quelque chose que je fais déjà par rapport au Fire Number. En fait, depuis qu'on a fait l'épisode, j'ai un tableau Excel. Donc, à chaque paye, à chaque revenu qui rentre, donc j'ai une partie que j'épargne, j'ai une partie que je garde pour vivre, et j'ai un calcul qui s'automatise et qui me montre où est-ce que j'en suis de mon Fire Number. Donc, moi, mon Fire Number, il est autour de $600 000 à peu près. Donc, c'est sûr qu'à partir de $600 000, je vais sérieusement y penser. En même temps, je pense qu'effectivement, entre x10 et x20, c'est un objectif qui est réalisable sur ce bull run, et je pense que c'est peut-être un des derniers bull runs où on pourra faire ce genre de performance-là.
Donc j'ai envie de jouer le jeu. Je sais que je suis une personnalité assez risquée. Je peux me le permettre parce que j'ai pas d'enfant. Voilà, j'ai mon appart est là, il me coûte pas trop cher. Donc en vrai, s'il y a un moment pour prendre un risque, comme dit Gary Vee, des fois on prend pas assez de risques. C'est quoi le plus grand risque, tu vois? C'est une vraie question à se poser. Moi, je pense que c'est un bon moment. Si je prends pas maintenant ce risque-là, je le reprendrai plus dans ma vie. Donc ça se joue là. Ça veut pas dire que je vais faire n'importe quoi, au contraire. Et il va y avoir des seuils que si j'atteins, là, je me mets vraiment en mode très prudent. Tu vois, ça me fait penser, j'avais lu quelque part qu'on a 3 personnalités en fait. On a le curieux, on a le prudent et on a le gambler. Et je pense que chaque personnalité va avoir son rôle à jouer à un moment donné du bull run. Donc par exemple, pendant le bear market, moi j'étais curieux. J'étais curieux parce que je voulais comprendre, je voulais rechercher pourquoi tel projet fonctionne, pourquoi lui part l'IA, c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé avec tel autre projet, etc. Donc j'étais en phase curieux. Là, en ce moment, je suis plutôt en train de switcher vers le gambler. Donc je suis toujours curieux parce que j'observe encore ce qui se passe, mais je suis investi à 100%, j'ai plus de poche de cash. Ce qui rentre après, c'est mon revenu, donc je peux DCA régulièrement, racheter les pullbacks, les choses comme ça. Mais le gros de mon jeu, il est posé sur la table. Après, ça va être à moi de déplacer les jetons pour suivre un petit peu le bull run. Et ça, je pense que c'est important, déjà, de se laisser une petite marge de manœuvre quand même, de ne pas poser un truc complètement dans la pierre qui ne peut pas bouger, parce que ce serait une erreur selon moi, vu qu'on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Il faut s'autoriser à pouvoir naviguer. Alors peut-être pas, tu vois, tous les 2 jours, mais s'autoriser une petite flexibilité là-dessus. Donc ça, pour moi, c'est important et je veux même l'écrire pour le coup sur le papier, peut-être en donnant des fourchettes, des pourcentages, plutôt qu'un chiffre précis. Tu vois, le million, c'est vrai que c'est cool, c'est un chiffre psychologique, mais en vrai, peut-être que mon objectif, ça sera, je vais dire n'importe quoi, entre 800 et 1 200 000, tu vois. Si le bull run pour moi il n'est pas fini, que je suis au million, peut-être que tu vois, ça serait bête de s'arrêter alors qu'il y a encore un peu de possibilités. Mais en même temps, c'est dangereux, tu vois. Si tu as atteint ton objectif, en théorie, tu t'arrêtes. Donc voilà, bref, ça c'est des choses que je dois réfléchir et que je dois encore poser sur le papier. Et puis après, du coup, dernière phase du bull run, quand je vais commencer à arriver à peut-être un x8, tu vois, même un peu en dessous, je vais être conservateur. Là, je commence à passer en mode prudent. Là, c'est plus le temps de gambler. J'ai fait mes profits, j'ai bien joué mes cartes, Inch'Allah, si tout se passe bien. À ce moment-là, je me mets en mode prudent et je me dis, OK, là maintenant, je fais du DCA out. Maintenant, je sécurise. Comment je fais? Là, je commence à préparer ma sortie. Je commence à sortir de l'argent aussi en réel. Alors en réel. La crypto, c'est réel, mais en fiat. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce que moi, je projette de sortir quand même pas mal en fiat pour pouvoir ensuite, du coup, réinjecter, comme on disait tout à l'heure, dans l'immobilier, dans l'entreprise, etc. Et tu vois, j'avais calculé, alors si tu as 1 million et que tu fais 5% par an, voilà, ce qui n'est pas déconnant comme chiffre, finalement, tu arrives, moi j'arriverai à peu près à mon salaire annuel que je fais en ce moment, tu vois. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est un chiffre qui fait que demain, ça peut m'enlever un stress de me dire, si je peux libérer mes journées, je peux gagner 8 heures par jour, que je peux investir dans un projet. Ça ne veut pas dire que j'arrête de travailler parce que j'adore travailler, mais je vais pouvoir faire les projets qui me tentent à 100%. Donc notamment Trilem, notamment nos projets, etc. Donc voilà un petit peu pour moi. Pas de target précise à vous donner, mais je vise quand même je dirais environ 1 x 15, ce qui fait sens par rapport au projet où je suis positionné. J'ai pas de Bitcoin, j'ai même pas d'Ethereum, donc moi je suis positionné vraiment sur des mid-cap ou des low-cap. Et j'ai aussi un objectif, ou plutôt un stop-loss temporel. Donc ça, je regarde beaucoup au niveau des timings. Et du coup, parce qu'on ne sait pas le bull run, combien de temps il va durer, etc. Mais je pense qu'il y a quand même certaines dates clés. Alors notamment le halving, on sait que c'est un moment qui joue beaucoup. Ça peut être avant, ça peut être après, peu importe. Mais c'est une date clé. Et après, il y a une durée moyenne, on va dire, de bull run. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je veux surveiller pour avoir pas juste des objectifs en chiffres, mais aussi des objectifs temporels. Ou si je me dis, OK, là maintenant, c'est le temps de sortir de l'argent, parce qu'il y a d'autres projets. La vie continue, il y a plein de choses à mettre en place. Et puis, tant mieux si le bull run il continue 3 ans de plus. Mais en même temps, voilà, il faut sortir l'argent, il faut que ça soit concret. Voilà pour moi. Je ne sais pas si c'est clair, si vous trouvez que ça fait du sens. Oui, ça fait du sens. Je trouve ça très très bien. Je pense que ce que tu as dit là, sur les 3 personnalités, et si tu l'appliques bien comme tu le dis, ça a beaucoup de sens parce que ça permettra vraiment d'éviter
de trop tomber dans de la psychologie foireuse à la fin du boule. Et moi, je pense que c'est bien comme ça que j'ai été, en tout cas sur le boule dernier. J'ai beaucoup joué la prudence sur à chaque fois que j'avais des gains qui commençaient à arriver, ben voilà, je prenais mes gains. J'ai pris du temps pour prendre les gains. J'ai attendu mes targets. J'ai attendu des fois 10, des fois 20, des fois 30 pour pouvoir prendre des gains. Mais par contre, je les prenais. Je repoussais pas tout le temps mon gain. Et ça, je pense que ça a été la clé de mon bull market. Et je pense que si tu fais ça, tu auras un très bon bull pour cette année. Alors, tu vois, moi, j'ai fait l'inverse. J'y ai repensé du coup et je pense que j'ai commencé en prudent. Ensuite, j'ai été curieux. J'ai commencé en prudent parce qu'au début, moi, je prenais tout de suite mes profits. Je savais pas trop c'est quoi la crypto. Limite, je me posais encore la question, est-ce que c'est un scam? Est-ce que machin? Je me suis rappelé de ça. Fait que j'ai commencé en prudent. Ensuite, je suis passé curieux quand c'est commencé à vraiment partir. Je dis, ah ouais, ok, c'est ouf. Et là, j'ai testé plein de choses, même au niveau stratégie d'investissement, money management, j'ai tenté plein de trucs. Et à la fin, j'ai viré gambler. Ce qui est la pire chose. Tu veux pas finir en gambler. À la limite, commence en gambler, pourquoi pas. Mais je pense que vraiment, l'ordre, c'est curieux, gambler prudent. Et prudent. Mais le gambler, il faut pas complètement l'effacer parce que c'est lui qui m'a permis d'atteindre 200 000. C'est lui qui m'a fait faire la perf. C'est pas le prudent qui m'a ramené à 200 000 et le curieux peut-être, mais sur un coup de chance. Donc voilà. En tout cas, c'est intéressant. On peut imaginer aussi que le gambler, il peut être aussi stratégique. Il n'est pas non plus absolument. En mode je prends n'importe quoi et puis juste c'est pas un rock trader. Non, c'est ça. Ouais, voilà. Non, absolument. Gambler, ça veut dire que tu as le goût du risque. Et oui, en ce moment, je sais pas, j'investis sur, par exemple, Centrifuge parce que je trouve que, mais c'est un choix éduqué. Parce qu'il est sur une narrative intéressante, parce que c'est un projet qui a l'air solide, parce qu'il y a déjà une communauté qui est installée, parce que graphiquement il est magnifique, il est positionné même plus loin que le top 100. Donc là je me dis ok, là c'est un risque plus grand. Mais donc c'est le gambler là qui m'a fait prendre ce pari. Mais si le reward est là, si ça marche, tu vas faire un x15, x20, c'est tout à fait faisable quoi. Exactement. Donc ça sera grâce à lui. Et voilà. Bon, je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. On n'hésitera pas à refaire des épisodes de toute façon pour suivre le bull run. Ouais. On va mettre en place donc du coup une chaîne YouTube où vous pourrez voir cet épisode, donc une chaîne YouTube Trilem. Et on pourra refaire peut-être même des lives. On avait pensé pour des suivis d'opérations. On fera un peu comme Yann Darwin l'avait fait. Je trouvais que c'était intéressant, peut-être un portefeuille fictif où ça pourrait vous permettre de vous projeter. On pourrait suivre les performances et peut-être même les partager sur Twitter ou Instagram pour que vous ayez un suivi un peu plus précis et un peu plus régulier. Donc maintenant, c'est le moment de nous laisser un like si vous avez aimé cette conversation. Merci si vous avez écouté jusqu'au bout. Donc on a passé presque une heure ensemble. Laissez-nous des commentaires, ça nous donne de la force. Ça aide les algorithmes aussi et on prendra le temps bien sûr de répondre à chacun de vos commentaires. Et n'oubliez pas, vous avez toujours le calendrier dans la description pour prendre un rendez-vous avec l'un de nous et avoir une discussion d'une demi-heure, 40 minutes. Exactement. Sur vos sujets. On vous l'offre. Alors, on ne sait pas combien de temps on pourra l'offrir, mais pour l'instant, on peut se le permettre. On est capable de dégager un petit peu de temps chacun ici et là. Et donc, on vous offre, très bon rappel François, une rencontre finalement, un 30 minutes de coaching gratuit pour parler investissement en général, finance ou crypto, mindset, etc. Et ensuite, vous serez aussi les premiers informés quand on va sortir. Donc là, moi, il y a un livre sur lequel je suis en train de travailler qui va être un espèce de petit guide, petit manuel pour investir en crypto. François a déjà aussi rédigé un livre sur comment... La finance traditionnelle. Finance traditionnelle, comment établir un portefeuille, acheter ses premiers ETF, des choses comme ça. Et puis après ça, on va pouvoir vous tenir informé sur le programme d'accompagnement qu'on va lancer. Ça devrait être au courant de l'année prochaine. Donc voilà, restez abonnés si vous voulez suivre toute cette actualité-là. Voilà, merci Christian, merci François d'avoir été présent aujourd'hui. Je vous rends à votre journée. Et puis on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On se revoit la semaine prochaine. Super. Salut. À bientôt. Merci.